tous, Aurélien Broussal-Derval, on est sur le podcast ABD et du coup je reçois pour ce nouvel épisode Anaël Aubry. Anaël Aubry qui est sport scientist et qui nous fait le plaisir de venir partager son expérience. Il intervient dans de nombreux sports, en ce moment d'endurance principalement, le vélo, le triathlon et la nage en eau libre. Donc merci d'être là. Avec plaisir. Et aujourd'hui on va parler d'un thème particulièrement important dans le panorama des sciences du sport et de la préparation physique aujourd'hui et de l'entraînement, c'est la récupération. Puisque face à l'explosion du nombre de compétitions, l'augmentation du niveau international, les volumes d'entraînement qui explosent et les limites qui sont repoussées, du coup, les staffs, que ce soit médicaux, que ce soit d'entraîneurs, de prépa physique ou de sport scientist, sont de plus en plus des récupérateurs physiques. Ouais, on peut le dire. Est-ce que toi, c'est ton rôle aujourd'hui À vrai dire, je vais dire c'est un de mes rôles principaux, non. Mais en tout cas, c'est un de mes travails quotidiens, plutôt le dire comme ça, parce que ça va surtout dépendre des périodes d'entraînement, etc., des équipes. Mais typiquement, oui, on essaye de planifier la récup comme on planifierait l'entraînement. Ouais, ça paraît hyper important, d'autant qu'on a aujourd'hui un arsenal de techniques de récupération qui est largement comparable à l'arsenal de techniques d'entraînement et qui donc permet justement cette variété. Un arsenal, mais à l'inverse, tu vois, typiquement, tu parlais de vélo, c'est le sport avec lequel c'est le plus récent pour moi, ça fait quelques mois. Mais c'est la même chose dans les autres sports, hein, c'est que souvent, on va faire ce qui se fait. Donc, ce qui s'est fait dans l'équipe, ce qui se fait dans les autres équipes, dans celles qui gagnent, dans la mode dans mon sport, alors que chaque modèle de récup, chaque méthode de récup a... Alors, certaines sont très proches, mais en tout cas vont avoir des effets différents, donc du coup vont être planifiées différemment. Elles vont être plus ou moins adaptées en fonction de ce qu'on cherche à faire. Typiquement, moi dans mes sports, elles vont beaucoup être adaptées au moment de la saison. Alors que dans d'autres sports, ça sera plus lié au type d'entraînement, au type de séance. Donc moi typiquement, tu vois, tu aurais la récup à la maison, à l'entraînement de tous les jours. Tu aurais la récup à l'approche de la compétition et la récup en compète, si je devais faire assez simpliste. Pour vraiment planifier, on aurait trois grands blocs comme ça qui induiraient des techniques ou des modalités de récupération différentes. Et au milieu de ça, ce que je te disais, parfois certaines séances vont demander une récup différente. D'accord. Alors du coup, prenons-les dans l'ordre, si tu veux bien. On va aller dans le concret directement. Allez. Donc à distance, je suis en plein développement. Je suis loin de ma compétition. Là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas comme technique de récup? Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est le moment où il faut le moins récupérer, entre guillemets. Alors, je te dis ça parce que typiquement, exemple typique, lorsque je travaille à l'INSEP, on a une cryothérapie qui est accessible assez facilement. Il faut qu'il y ait le mot du docteur, que le kiné l'avale, etc. Mais tu pourrais y aller presque tous les jours. Sauf que si tu y vas tous les jours, quand tu en auras vraiment besoin, elle ne servira plus à rien. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que quand les gens s'engouffrent dans la récup peut m'aider, il ne faut pas croire que si je fais de la récup tout le temps, je vais être champion. Au contraire. Quand tu cherches à t'entraîner, à créer du stress, qu'on se disait sur le module, sur la fatigue, ce stress il est important. À un moment donné, par exemple, avoir des courbatures, c'est important. Se servir du sommeil pour récupérer, c'est important parce que pendant le sommeil, on s'adapte à l'entraînement. Et le but du jeu, c'est qu'à un moment donné, on puisse encaisser ça, s'adapter pour pouvoir progresser. Et donc là, la récup finalement n'est pas l'enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est de s'entraîner dur, jusqu'à un certain niveau qu'on puisse tolérer, mais en tout cas de laisser un petit peu les choses se faire. Par contre, là où la récup devient l'enjeu essentiel à cette période-là, c'est sur les grands classiques. Tu vois, on parle de récup, mais là, typiquement, ce qui marchera le mieux, ce sera la nutrition, l'hydratation et le sommeil. Donc déjà, est-ce que ces trois choses-là sont bien faites? Sont bien dans l'ordre. Est-ce que je mange déjà de façon équilibrée, avec un bon équilibre alimentaire, et je mange relativement de tout? Ça serait le premier point sur la nutrition. Déjà, là, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Une fois que ça c'est validé, j'essaye de manger en fonction de mes besoins. Si je vais m'entraîner dur, est-ce que j'ai besoin de choses en plus? Si je me suis entraîné dur, est-ce que j'ai besoin de choses différentes après la séance? Hydratation. On dit tout le temps aux athlètes, hydrate-toi bien, mais est-ce qu'au moins ils savent pourquoi il faut bien s'hydrater et qu'est-ce que je bois? En fonction de l'entraînement notamment. Et puis le sommeil, c'est pareil, on nous a toujours dit couche-toi tôt. Moi le premier, on me disait ça quand j'étais petit et
plus tu grandis, moins tu as envie de te coucher tôt parce que tu veux faire plein de choses ou faire comme les copains. Sauf que le moment où tu récupères le mieux, c'est tes 2 premiers cycles de sommeil. Sauf que si tu laisses passer les wagons du train du sommeil, tu attends les wagons suivants et les suivants, il n'y aura plus de sommeil profond. Et c'est pendant le sommeil profond que tu récupères principalement sur tout ce qui va te permettre de t'adapter au niveau musculaire, au niveau énergétique, même au niveau cognitif par rapport aux leçons que tu auras appris si tu es à l'école. Donc déjà là, je viens de t'en citer 3 où, sans trop me tromper, hein, en tout cas je parle de mes sports, je peux me permettre de parler des autres, si déjà on était bien sur ces 3-là, après on irait voir ce qu'on peut faire en plus. Priorité sommeil, Nutrition, hydratation. et hydratation. Déjà si on fait ça bien, c'est pas mal. Ensuite on va aller voir d'autres choses. On va aller voir ceux sur lesquels tu voulais me lancer, je pense. On peut les aborder directement dans le cycle d'affûtage du coup. Ouais, on peut déjà parfois les aborder avant, mais de façon plus ponctuelle, suivant des besoins. Mais vas-y. Si on va du coup sur la phase Ouais. d'affûtage pur et dur, là, le volume d'entraînement se réduit de manière importante, assez significative. On joue un petit peu plus sur l'intensité, mais du coup, on a un petit peu plus de marge aussi pour glisser des phases de récup, pour optimiser. Et comme on le disait en introduction, de plus en plus de sports pro sont presque en affûtage permanent au final. C'est des micro-cycles, des nanocycles de développement, suite nanocycles d'affûtage, si je schématise un petit peu. Et du coup, on se retrouve, effectivement, c'est là, on devient un récupérateur. Et là peut-être qu'il y a des choses qui viennent compléter un peu ta trousse à outils. Complètement. Donc déjà, tu en as des assez simples, peu coûteux. Il y a aussi ça. Hein. Est-ce qu'on a des moyens, est-ce qu'on n'en a pas? Là, encore une fois, ça va dépendre de ce qu'on a fait. Mais par exemple, des bas de contention. On entend tout et son contraire sur les bas de contention. Par contre, en récup, ça fonctionne super bien. Le système il est assez simple. Hein. On cherche à relancer le système veineux, à faire un effet pumping sur les mollets où c'est le principal endroit où on a la stase veineuse. Donc, on va viser 2 choses. Une qui sera plutôt sur chercher à évacuer les métabolites, ce qu'on appelle vulgairement les déchets. Quelque chose qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très bien quand tu parlais des sports pro, c'est que là, typiquement, le vélo, c'est pas de la natation en eau libre. Voilà, ils sont en déplacement tout le temps. Donc train, avion, voiture, tous les jours et des heures durant. Et une des pires choses en récup, c'est la stase veineuse. Quand je reste assis et que j'ai l'impression d'avoir des jambes de grand-mère. Donc là, les bas de contention fonctionnent très bien. C'est des bons bas de contention faits sur mesure. Donc ça coûte pas cher et ça marche bien. Donc a fortiori en récupération passive, ils sont assis, ils ont fini l'entraînement, ils mettent leur bas de contention. Et l'avantage des bas de contention, c'est que tu les mets pas quand tu dors, mais tu peux les mettre pendant un bon bout de temps. J'allais dire plus tu les mets, plus ça marche. Non, c'est pas le cas, mais en tout cas, vu les enjeux qu'ils ont de charge, d'enchaînement, ils peuvent les garder plusieurs heures, il n'y a pas de souci. Sauf s'ils restent assis pendant des heures, là, il faudra un petit peu bouger quand même parce que ça peut devenir dangereux au niveau santé. Donc tu as ça, tu as l'électrosteam qui finalement fonctionne un petit peu de la même façon. Hein. On va chercher à solliciter le mollet. Nous, sur nos sports, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le côté vascularisation. Je relance le système veineux, encore une fois, et j'amène du sang propre et je ressors du sang sale. Assez vulgairement, c'est ce qui se passe. Sauf que des électrosteams qui ont des problèmes de vascularisation, il n'y en a pas tant que ça. Donc je ne vais pas citer les noms et faire de pub, mais un petit conseil, c'est que si c'est votre enjeu, c'est votre objectif, vérifiez au moins qu'il y a un programme. Un dispositif spécialisé. D'ailleurs, c'est plutôt ça. C'est des dispositifs qui sont plutôt fléchés là-dessus, ceux qui fonctionnent bien. Oui. Qui ne font pas d'hypertrophie par ailleurs ou de... Parfois, ils vont même faire que ça. Et ils coûteront pas très cher. Et d'ailleurs, ils coûtent moins cher. Donc, quitte à pas mettre beaucoup d'argent et acheter un truc qui marche bien. Si c'est vraiment pour récupérer, allons-y. Voilà. Donc là, typiquement, transport le soir à l'hôtel, c'est parfait. Donc on est parti là-dessus. Après, il y a la traditionnelle cryo, j'en parlais tout à l'heure, qui est un petit peu l'outil miracle, où beaucoup de sportifs de haut niveau se prennent en photo sur les réseaux, j'ai été faire ma cryo. Il faut savoir que la cryo, ça marche bien, ça marche même très bien. Par contre, on a un effet habituation qui est assez rapide. Il faut qu'il y ait quand même un petit effet choquant avec la cryo. Donc si tu y vas tous les jours, toutes les semaines, je ne suis pas sûr que ce soit... Très vite, il y a une accoutumance. Voilà. Sachant qu'on va principalement jouer sur 2 choses, le système nerveux. Donc ce qu'on se disait tout à l'heure sur la fatigue, la dernière fois, sur l'autre module, où on va chercher finalement à rebooster, à enlever le frein à main, en tout cas à le diminuer, et à relancer un petit peu la pédale d'accélérateur. Donc si tu ne vas pas choquer ce système nerveux, il ne se passe pas grand-chose. Donc quand on parlait sur l'autre module sur la fatigue, on s'était amusé à faire ça chez des gens surmenés. Et un bon moyen de les faire récupérer plus vite, je n'ai pas dit mieux sur comment c'est, mais les faire récupérer plus vite, c'était d'aller en cryo régulièrement au moment où ils étaient trop fatigués.
Donc typiquement, la cryo, juste avant la compète, il ne faut pas que tu aies une compète tous les 3 jours, hein, sinon on reste sur cet effet habituation. Donc plutôt avant les compètes qui comptent du coup, ou si tu as un enchaînement de compètes, où là, clairement, il va falloir chercher à limiter cette fatigue nerveuse et à rebooster un petit peu. Et puis tu joues aussi sur des marqueurs de l'inflammation. Donc là, ça peut être intéressant aussi. Donc la cryo, hein, si je reprends un peu ton plan de développement, moins, enfin ta planification, moins dans la partie développement justement. Ouais, complètement. On peut l'utiliser, mais bon, mollo pour pas qu'on en grille tous les effets. Complètement. Et par contre, on met un gros coup de boost dans les phases vraiment importantes. Et sachant que la cryo, elle est assez sensible quand même à tout ce qui se passe autour. Et elle a un vrai rôle sur le sommeil. Le froid aide vraiment, et le côté j'ai reboosté mon système nerveux aide vraiment à... Quand tu parles de la cryo, je te coupe une seconde, j'imagine que tu parles de la cryo au corps entier. Cryo au corps entier, moins 100 degrés, enfin au moins moins 100 degrés, pardon. Du vrai froid. Du vrai froid, air sec, absolument. Donc je préfère toujours le redire, mais bien se protéger les extrémités, gants, chaussettes, bonnets, etc. ou les petites blessures. Par contre, c'est du vrai froid, c'est corps entier. Pourquoi corps entier? Parce que tu vas aussi jouer sur le cognitif, donc tout ce qui se passe en haut. Et donc là, il y aura des réels enjeux sur le système nerveux et de nouveau sur le sommeil. Et on commence à avoir pas mal d'études qui nous montrent qu'on joue vraiment sur la qualité de sommeil, qu'on s'était dit pour la fatigue, à savoir je vais mieux m'endormir et je vais mieux prendre mes premiers cycles où je prends du sommeil profond, où je récupère. Donc là, super important. Par contre, si tu fais la cryo à 11h et que tu vas te coucher à 22h30, ça marchera moins bien. Surtout qu'il y a de grandes chances que l'après-midi, tu aies quand même fait 2-3 trucs qui t'ont activé. Donc, quitte à la planifier, au mieux le plus tard dans la journée en n'étant pas trop actif le soir. Ou à minima, si tu le fais le matin, à la rigueur, si tu peux faire une sieste derrière, c'est pas mal. Ça, c'est une note importante. Beaucoup de gens pensent que pour s'endormir plus facilement, il vaut mieux prendre un bon bain chaud, se relâcher dans un bon bain chaud. En fait, tu me contredis si je dis une bêtise, mais c'est plutôt l'inverse. Il faut finir sur une note de froid pour envoyer ou de frais en tout cas, pour envoyer le message. Complètement, c'est assez simple à comprendre, c'est de la physio un peu pour les nuls. C'est qu'on sait tous que le corps baisse en température quand on s'endort. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais en tout cas, on peut le rappeler. Voilà, et donc si tu lui donnes un petit coup de main, surtout chez quelqu'un de sportif qui est actif et qui souvent ne sera pas très... sera justement en hyperthermie. Voilà, sera pas très bas en température, surtout s'il s'entraîne l'après-midi ou le soir, où là, ça va devenir un réel problème sur l'endormissement. Je sais bien que parfois, on n'a pas le choix, les créneaux d'entraînement, etc. Mais si on n'a pas le choix, autant essayer de s'aider. Donc typiquement, la cryo là peut avoir un impact. Tu parlais du froid, douche froide, ça marchera très bien pour aider à s'endormir. Donc du coup, je bascule sur le bain froid, c'est parfait. Donc c'est pareil, bain froid, bain chaud, il y a un peu tout et son contraire. Je balance des piscines de glaçons tout le temps. Même chose en fait, le froid on s'y habitue très vite. Donc si tu vas au bain froid tous les jours, voilà. Donc, sachant que le bain froid, tu vas jouer également sur un effet antalgique et anti-inflammatoire. Donc là, sur des sports à traumatisme, c'est super intéressant. Tu vois, les coureurs à pied que je suis, Hassan Chadi qui est marathonien, quand il fait des gros volumes d'entraînement, là, le bain froid, il peut être intéressant pour limiter les blessures. Par contre, pour la récup, attention à ne pas y aller souvent. Parce que si 10 minutes de bain froid, pour toi, ça devient frisette. D'où, encore une fois, la nécessité de varier, de faire tourner les techniques de récupération. Et bain froid, l'intérêt par rapport à la cryo, les deux, on a des intérêts du coup. Mais le bain froid, ce qui est pas mal, c'est que tu vas aller beaucoup plus profondément. Donc, par exemple, sur ce qui est local, notamment musculaire, articulaire, tendineux. Donc, sur ce côté antalgique, anti-inflammatoire, c'est intéressant aussi. Par contre, si le but, c'est de l'aider à ne pas se blesser, à réduire le risque de blessure, si c'est que les cannes, il n'y a pas de souci. Typiquement un cycliste, un coureur à pied. Par contre, si le but, c'est de l'aider à récupérer et à dormir, il va falloir y aller corps entier, donc au-dessus des épaules. Donc là, ça devient compliqué. Et un certain temps. Donc le bain froid, c'est assez simple à retenir, c'est température égale durée. Sachant qu'on va retenir de 10 à 15 degrés. 8 degrés, ça commence à être très compliqué. C'est important de préciser que les protocoles ont évolué. Il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on plonge dans les bacs de glaçons, dans les poubelles. On a remonté un peu les températures sur les bains froids dans les protocoles. 8 degrés, déjà, le réel problème, c'est que c'est très difficile. Donc même 8 minutes, bon courage pour les tenir. Plus ça descend, moins ce rapport est vrai. Voilà. C'est à 0 degré. Et si tu veux, moi j'en reviens aussi à me dire que je préférerais qu'il y ait 2-3 degrés de plus, mais qui tiennent vraiment. Sachant que du coup, plus on va être sur quelque chose de très froid,
Plus ça va être intéressant sur tout ce qui est petites blessures, forcément, parce qu'on est beaucoup plus sur l'effet antalgique et anti-inflammatoire. Par contre, on va y passer moins de temps et moins corps entier. D'autant que c'est plus réaliste comme température, puisque dans n'importe quel hôtel, on a une baignoire. On la remplit d'eau froide. En général, on ne doit pas être bien loin de la bonne température. On a quelques glaçons. 13-15 souvent. Ça fait chuter très facilement. On n'est plus obligé de trimballer des pains de glace. Typiquement, ce que tu me dis, c'est la réalité. C'est que moi, je ne peux pas toujours avoir ma piscine. Si je peux avoir des glaçons sous la main, je sais que je vais peut-être être un poil froid, mais ça va monter avec la température du corps. Il faut aussi faire comme on peut avec le terrain. Donc du coup, bain chaud. Donc bain chaud, si tu veux, sur la récup, d'un point de vue physio, sur les études, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, et c'est là où parfois il faut un peu sortir de la science et des stats, sur tout ce qui est DOMS, donc douleur musculaire, bien-être, sur des sports où tu es un peu mâché musculairement, on voit que les mecs se sentent mieux, se sentent moins mâchés le lendemain, moins j'ai pris des coups dans tous les sens, moins j'ai des courbatures si je suis marathonien. Donc des fois, voilà, la science c'est bien, mais il faut aussi regarder un petit peu le ressenti. C'est vrai qu'on aura moins de mal à plonger les athlètes en fin de journée, après une journée très très dure dans un bain chaud, que dans une bassine d'eau froide. Ça paraît évident. Ça paraît évident. Et par contre, l'aspect psycho, moi j'y accorde de l'importance. C'est que, tu vois, typiquement, avec l'OLIB, notre projet olympique commun, c'est de faire toutes nos prépas terminales en Sierra Nevada. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, tu as 2300 mètres, tu es dans un centre qui en soit assez sympa, mais bon, tu es enfermé pendant 3 semaines entre 5 et 10 personnes, souvent plutôt 5 que 10 d'ailleurs, parce qu'il y aura que les meilleurs qui seront. Et à un moment donné, quand la 3e semaine, tu lui dis toujours c'est 10 minutes à 10 degrés parce que j'ai diagnostiqué que c'était ce qu'il fallait, à un moment donné, il découpille alors qu'il se fait taper des grosses journées. Donc, par exemple, je vais pouvoir faire passe quelques minutes dans le bain chaud, il se décontracte, il est content. En plus, au niveau vasculaire, c'est assez sympa parce que tu vois, tout simplement, ces vaisseaux se dilatent, donc c'est pas inintéressant pour la suite. C'est un peu archaïque, c'est pas très scientifique, mais tu vois, je me dis il y a un petit compromis. Et puis dans la tête, il lâche pas. De la même façon, tu sais, il y a l'alterné qu'on utilise aussi beaucoup, qui va être un bon combo pour faire mieux passer le bain froid. Passer la pilule, jouer aussi sur ce que je te disais, finalement, un double effet pumping sur la relance du système sanguin. Donc voilà, après, c'est un petit peu fait ta recette pour que ton athlète tienne, soit... L'alterné qui a un côté un peu ludique aussi. Voilà, qui a un côté ludique, qui passe mieux, on rigole un peu, on met de la musique, plutôt que pendant 3 semaines, c'est 10 minutes dans le froid. C'est ce qu'on vit un petit peu aussi sur le sauna, ça fait partie des techniques de récup dont on n'a pas trop parlé, mais là le monde est divisé un peu en deux. Il y a ceux qui n'ont plus du tout accès à ce genre de choses et qui l'utilisent peu. Je crois que toi tu l'utilises peu, c'est ceux qui sont pas mal itinérants. Ouais. Et à l'inverse, ceux pour qui c'est culturel. J'ai lu beaucoup de papiers, c'est toujours pareil, sur la question de ça marche pas. Quand on teste 20 individus français ou britanniques ou espagnols qui utilisent peu le sauna, qu'on les met sur une période très très courte à tester en masse ce genre de protocole, soit on a de l'habituation et du coup on n'a pas les effets qu'on espère avoir, soit à l'inverse, ça crée de la fatigue parce que c'est du stress en plus au final et ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que c'est un petit peu comme tout, quand on s'est un peu promené, moi je vois en Russie ou en Finlande par exemple, il y a 1 à 2 saunas par habitant, ils en font depuis qu'ils ont 4 ans, tous les jours. Ça se rapproche plus dans l'impact d'un bain chaud et des effets psychologiques et hygiéniques qui vont avec, puisque du coup on se lave, que d'un impact vraiment choquant de récupération avec tout ce que ça implique, quoi. Ouais, sauf que moi, typiquement, ce que tu dis est vrai, c'est que dans 2 semaines, on part à Oman avec l'équipe de vélo. L'enjeu, c'est de s'adapter à la chaleur et de s'acclimater parce qu'on sait que ça va faire mal. Donc, pas tout de suite le sauna, ou alors on va y aller pas à pas si on le met en récup parce qu'on sait que c'est ultra stressant et que c'est un des meilleurs moyens en plus de l'entraînement, de trop le fatiguer alors qu'on voulait le faire récupérer. Exactement. Ou alors il va s'incruster dans les phases de préparation et d'acclimatation à la chaleur, mais plus avec un sauna à rayonnement. Et du coup, là, c'est d'autres protocoles encore, c'est une autre utilité. Et du coup, tu vois, sur la récup, y a le traditionnel massage. On n'en a pas parlé. Nous, typiquement, dans nos équipes, on va tout le temps partir avec des kinés, des assistants qui vont faire d'autres choses que masser, mais vont passer beaucoup de temps à masser. Là, la science, en fait, elle est assez unanime à ressortir 2 messages.
un message où finalement, quand tu testes la perf, où je crée de la fatigue et je reteste la perf et entre les deux j'ai mis un massage, quel que soit le protocole, hein, le soir, juste après, enfin, on va pas faire toutes les études. La plupart des cas, il va ressortir qu'ils vont créer 3 groupes de masseurs pour voir lequel aura le plus d'impact. Et ceux qui auront un réel impact sur la perf, les autres pas tellement, voire pas du tout, ce sera les masseurs expérimentés. Donc ceux qui ont l'habitude de masser et savent masser. Donc ça, c'est un message qui est important aussi, c'est que je pense qu'on ne s'invente pas masseur. Moi, c'est pas mon métier, donc je ne vais pas en parler ici, mais clairement, il y a des vraies techniques et qui parfois auront d'autres enjeux que juste je bouge un petit peu ou je touche un petit peu le muscle. Hein. Même au niveau physio, système nerveux, il pourra se passer des choses. Il se passera des choses même. Que donc on peut avoir un retour plus rapide de la perf quand c'est quelqu'un d'expérimenté. Donc du coup, attention aux gens qui diraient ah, le massage ça marche pas. Non, non, ça peut être intéressant. C'est intéressant si c'est quelqu'un qui sait masser. Et c'est un peu comme le bain chaud, c'est que du coup, sur la perf, c'est moins criant que les autres, parce que c'est moins choquant aussi. Par contre, en termes de bien-être et de diminution des douleurs musculaires, c'est souvent ce qui marche le mieux. Donc, ouais, au massage, si quelqu'un sait le faire. Intéressant, intéressant. Bon, il y a encore des tonnes de techniques de récupération dont on n'a pas parlé, on n'a pas tout abordé. On va s'arrêter là sur cette émission, on aura peut-être l'occasion d'en discuter. Peut-être pour notre partie recette, puisque j'aime bien toujours finir par des vrais protocoles. Du coup, dans tout ce dont on a parlé, ce qui est très protocolé, c'est la cryothérapie, cryorécupération, on va dire ça plutôt, cryorécupération corps entier. Ouais. Ton protocole à toi, c'est quoi alors? En cryo? Ouais. C'est au moins 3 minutes, pas moins. Pas beaucoup plus, parce que ça devient vraiment compliqué et c'est pas le but non plus. Corps entier absolument, air sec. Et au moins moins 100 degrés. Quoi. Au moins 100 degrés. Donc, moins 110, moins 120, moins 130, c'est parfait. Du vrai froid, tenu au moins 3 minutes. Oui. Très bien. Eh bien, merci Anaël pour encore cette mine d'informations. Là, on a beaucoup de choses à creuser. J'espère qu'on t'aura parmi nous assez régulièrement pour approfondir certaines des techniques, pourquoi pas. Vous pouvez suivre Anaël sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Il est très très actif. Il écrit notamment des chroniques, évidemment sur son profil, mais aussi sur Le Pape Info. Ouais. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça et je vous retrouve sur le site. Toujours plus d'articles, toujours plus de podcasts sur broussal-derval.com.